bienvenue à tous dans cette capsule vidéo qui porte sur les données massives et l'intelligence d'affaires. Pour introduire, comme vous le savez peut-être, les données massives sont de plus en plus utilisées par nos gouvernements et des politiciens. Donc comme en Chine avec la reconnaissance automatisée et la possibilité de mettre des amendes et de noter les citoyens en fonction de leur comportement. Ou comme aux États-Unis avec le Cambridge Analytica, où à partir des données sur les réseaux sociaux, une entreprise privée a pu influer sur le vote lors de l'élection américaine. Dernier exemple qui a été révélé aussi des États-Unis donc par le lanceur d'alerte Edward Snowden, qui avait mis en exergue que la NSA avait comme un Google pour espions qui permettait d'aller enquêter sur toutes les données que nous laissons sur Internet, mais aussi les données des objets connectés. Il disait récemment dans une interview que si vous programmez votre téléphone avec un réveil, la NSA peut savoir à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous faites votre café si vous avez une machine à café automatique. Donc c'est tout cet ensemble de données qui permettent de surveiller et de connaître avec précision les citoyens et leur comportement. Sur le plan marketing, quelques autres exemples. On a une chaîne de supermarchés qui proposait de se faire imprimer en 3D une figurine de soi-même. Donc vous rentrez dans le magasin et ils vont prendre toutes vos mesures, ils vont vous scanner et vous imprimer une petite figurine en 3D. Au-delà de l'intérêt d'avoir une figurine en 3D, cela permet à l'entreprise d'emmagasiner des données sur vous, des données de votre taille, des données de votre morphologie, et qui pourraient avoir des applications, notamment dans la mode, pour proposer des vêtements qui seraient le plus adaptés possible à la silhouette des consommateurs. Autre exemple dans le marketing, Adidas, où vous pouvez scanner votre pied et ils vont faire une chaussure sur mesure à votre pied. Donc on imagine l'intérêt pour le consommateur d'avoir une chaussure personnalisée à son pied. Mais il faut aussi voir l'intérêt pour Adidas d'avoir des mesures de l'ensemble, d'un grand ensemble de consommateurs pour proposer un produit qui va être de plus en plus adapté à la morphologie des pieds des consommateurs. Pour résumer donc ces exemples, si on s'intéresse à l'étude de Evrel et ses collègues en 2016, à chaque fois on part du consommateur. On va récupérer des données sur ce consommateur pour essayer de mettre en exergue un insight marketing. Et cet insight marketing va avoir une influence sur notre marketing mix, donc sur le produit, le prix, la place et la promotion, donc pour essayer de répondre au mieux aux besoins des consommateurs. On va maintenant regarder le processus pour utiliser les données massives au sein d'une organisation. Donc la première étape, c'est la collecte. La deuxième étape, la structuration des données. Ensuite, l'analyse. Puis les actions. Quelles décisions vont être prises en fonction des données collectées. Pour cette première étape de la collecte des données, il y a deux approches. Il y a la collecte de données active. Vous transmettez des questionnaires à vos consommateurs et où vous faites des focus group, vous les faites participer à l'étape de collecte. Vous avez à l'opposé la collecte de données passive où vous allez observer les comportements des consommateurs. Si on a un supermarché par exemple, vous mettez des caméras et vous allez suivre le parcours de vos consommateurs au sein du magasin. Si on est sur Internet, on a plein de données qui sont récoltées de manière passive, qui vont nous indiquer quels sont les sites internet, les pages les plus consultées, quel est le cheminement de l'internaute au sein du site internet, d'où venait-il, où il va après, quels sont les parcours clients qui amènent un achat à la fin. Donc on a tout un tas de données qui peuvent être collectées de manière passive sur Internet. Il faut aussi penser qu'on peut ajouter certaines variables, il faut collecter certaines données qui peuvent être importantes. Pour prendre un exemple un petit peu caricatural, si vous vendez des maillots de bain, peut-être que les données météo vont avoir une incidence sur votre modèle d'affaires et peuvent être pertinentes
pour votre modèle d'affaires. Mais donc ce sont des données externes, il faut avoir l'idée d'aller chercher ces données et de les ajouter à votre modèle. Donc il faut réfléchir à toutes les variables qui peuvent être collectées et qui vont avoir une incidence sur votre entreprise. Sachant que cette collecte de données n'est pas le principal obstacle. Quand on prend l'étude dans le MIT Sloan de Lavallée et ses collègues en 2011, il est très clair pour dire que l'obtention de données de qualité n'est pas un défi majeur. Par exemple, Walmart crée 2,5 pétabits de data sur les consommateurs chaque heure. Google crée 24 pétabits de data par jour en 2009. Donc des données à partir des cartes de crédit, des paniers d'achat. Donc des données, les entreprises en collectent en très grande quantité. La deuxième étape, c'est la structuration des données. Donc vous avez des données de différentes natures et il faut les centraliser donc dans ce qu'on appelle un data lake. C'est un endroit où vous allez centraliser toutes vos données sans les modifier, des données brutes pour que chaque service de l'entreprise puisse aller chercher les données qui lui semblent nécessaires et utiles. Donc, on peut avoir par exemple dans ces data lakes, si on travaille sur les objets connectés, on pourrait avoir des jumeaux 3D de l'objet connecté pour voir comment il évolue, comment il est utilisé. On pourrait ajouter les données de la météo. Enfin, donc on va centraliser un grand ensemble de données brutes. La deuxième étape, ça va être d'évaluer la qualité de ces données. Donc pour évaluer la qualité des données, on retient le modèle des 5 V de Emner, Bunen et Urbach en 2014. Donc qui se base sur le volume. Est-ce qu'on a un grand volume de données? La vélocité, en combien de temps on arrive à collecter les données, à les extraire et à les traiter. La variété, donc par exemple... si on a d'un côté des données météo, avec d'un autre côté les données publicitaires, avec peut-être le taux de natalité, donc est-ce qu'on a des données très variées. La véracité, un élément clé, donc à quel point nos données correspondent à la réalité. Si vous avez par exemple fait des entretiens, des entretiens sur des sujets sensibles, mais est-ce que les consommateurs vous ont vraiment donné la vérité? Quand vous avez demandé un prix potentiel aux consommateurs, est-ce qu'ils vous ont donné le vrai prix ou est-ce qu'ils vous ont donné un prix un petit peu plus bas en espérant que ça va avoir une influence sur le prix? Donc à quel point vous avez de la véracité dans vos données. Et la valeur de vos données, à quel point les données collectées ont une valeur pour votre modèle d'affaires, votre entreprise. Donc tout ça va permettre de structurer les données autour de ce modèle des 5V. La troisième étape, l'analyse des données. Avec des analyses statistiques comme la corrélation, est-ce que les moyennes sont corrélées? Est-ce que si le taux de natalité augmente, eh ben, je vais vendre plus de couches? Ou les régressions? Est-ce que à quel point une augmentation de mon budget publicitaire peut avoir une incidence sur mon chiffre d'affaires? Et pour aller plus loin, aujourd'hui, il y a aussi des algorithmes en intelligence artificielle. Intelligence artificielle dont le fondateur s'appelle Alan Turing, donc un informaticien qui avait développé une machine pendant la Seconde Guerre mondiale pour décoder les messages des Allemands, des nazis allemands. Il y a un film sur cette histoire que je vous recommande. Et aujourd'hui, le prix Nobel d'informatique porte son nom, c'est le prix Turing. Deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle forte, quête de la conscience réelle et authentique, expression de sentiments authentiques, compréhension de son propre raisonnement, notion de ghost in the machine. L'intelligence artificielle forte, pour prendre un exemple, c'est Terminator. C'est quelqu'un qui va ressentir des émotions et raisonner comme un être humain. Donc aujourd'hui, c'est comme dans Terminator, c'est de la science-fiction. On parle plus d'intelligence artificielle faible, où il n'y a pas de conscience, mais on va simuler, modéliser, imiter le raisonnement, l'introspection humaine, et donc il va y avoir une suite de codes informatiques, et c'est un code informatique qui s'exécute
mais le code ne peut pas encore s'auto-corriger, s'auto-programmer. Au sein de cette intelligence artificielle faible, le plus utilisé par les entreprises, c'est le machine learning, l'apprentissage automatique, donc qui fonctionne sur deux approches, la régression ou la classification. L'idée, c'est que vous avez une étiquette, donc c'est la variable que vous allez essayer de prédire, et vous allez insérer plein de caractéristiques. Donc je reprends les exemples, la BTO, vous allez insérer votre campagne publicitaire, la démographie, le revenu, le nombre de visites sur votre site internet. Donc vous insérez toutes ces caractéristiques dans le modèle et vous essayez de prédire l'étiquette qui pourrait être le chiffre d'affaires de votre entreprise, pour essayer de voir ce qui a le plus d'impact sur qu'est-ce qui a le plus d'impact sur votre chiffre d'affaires. Pour faire cela, en ce moment, ce qui est le plus avancé, c'est l'approche avec les réseaux de neurones, où donc vous allez avoir des prédictions, toutes ces caractéristiques vont essayer de prédire votre étiquette. Deux grands problèmes face à cet apprentissage machine. Le premier, c'est le surapprentissage. C'est que du coup, vous donnez beaucoup de données pour entraîner la machine, donc les données dans le passé, toutes ces caractéristiques et vos chiffres d'affaires dans le passé. Et l'algorithme, il va tellement apprendre avec précision que quand vous allez donner des nouvelles données, il sera incapable de faire une prédiction correcte. Parce qu'il a appris avec trop de précision. Donc ça, c'est les informaticiens qui vont devoir gérer ce problème de ne pas surapprendre des données du passé pour pouvoir faire des prédictions correctes dans le futur. Le deuxième gros inconvénient actuellement de cette approche par réseau de neurones, c'est ce qu'on va appeler la boîte noire ou black box en anglais. Donc qui fait qu'on donne plein de caractéristiques à l'algorithme pour prédire un chiffre d'affaires, mais on n'arrive pas à comprendre le raisonnement de la machine qui va amener la prédiction. Donc tout ce qu'il y a au milieu va s'appeler la boîte noire, et vu qu'on ne comprend pas le raisonnement qui a amené le résultat, c'est difficile de jouer sur les variables et d'améliorer le marketing de l'entreprise en fonction de ces paramètres. Enfin, la dernière et 4e étape concerne les actions. Comment s'assurer d'utiliser les données probantes dont on dispose pour prendre les meilleures décisions possibles? Comment instaurer une culture où les mesures prises reposent sur des faits avérés? Comment éviter le décalage entre savoir et faire? L'idée est que toutes les décisions soient prises en fonction de l'analyse des données massives. Donc, la première étape, on a collecté les données. Ensuite, on les a structurées, analysées, et vient la prise de décision, donc en fonction de ces données. Autre cadre qui peut être pertinent, le cadre conceptuel de la gestion factuelle, donc qui propose un autre classement avec en première étape la définition des objectifs et des besoins en information, la collecte de données, l'analyse des données, la présentation de l'information, puis la prise de décision. Et comme vous le voyez sur le tableau, cette organisation repose en grande partie sur l'infrastructure technologique et les applications de veille stratégique en tant qu'outil habilitant. Donc c'est ce qui entraîne aussi une modification dans le management des organisations, où on ne se fie plus juste au bon sens et à l'intuition du dirigeant, mais où on va utiliser le service des technologies de l'information pour améliorer le marketing et prendre les meilleures décisions possibles. Et pour conclure cette capsule vidéo, je voudrais finir sur une conclusion d'un rapport du MIT qui dit: afin de garder les 3 mouvements, données, idées et actions opportunes, l'objectif commercial doit toujours être en vue. Ainsi, à mesure que les modèles, les processus et les données sont testés, les priorités de l'enquête suivante deviennent claires. Les données et les modèles sont acceptés, rejetés ou améliorés en fonction des besoins de l'entreprise. De nouvelles perspectives analytiques, descriptives, prédictives et prescriptives
sont intégrés dans un nombre croissant d'applications et de processus, et un cercle vertueux de rétroaction et d'amélioration s'installe. On va finir cette séance par un petit quiz et je vous remercie de votre attention. À bientôt!